Louis-Georges Etain, bonjour. Bonjour. Nous avons beaucoup entendu parler ces derniers temps de Charlottesville, de la statue du général Lee, de l'attentat, de la white supremacy du président Trump, etc. Mais quelle est, selon vous, la situation en France? Y a-t-il aussi dans l'espace public des emblèmes de l'esclavage? Les médias français ont été prompts à dénoncer le racisme aux États-Unis avec cette statue du général Lee qu'il faut effectivement enlever. Mais en France, nous avons la même situation exactement et on n'en parle pas beaucoup. Par exemple, autour de Colbert. Colbert, vous le savez, celui qui a jeté les bases du Code noir, qui a organisé l'esclavage, crime contre l'humanité, qui a fondé la Compagnie des Indes occidentales de sinistre mémoire, il est illustré à l'Assemblée nationale. Donc, à l'Assemblée nationale, c'est marqué liberté, égalité, fraternité, avec la statue de Colbert, l'ennemi de la liberté, l'ennemi de l'égalité, l'ennemi de la fraternité. Vous avez aussi, en France, quantité de lycées, Colbert à Paris et dans quantité d'autres villes. Et je me demande comment on peut enseigner Colbert dans un établissement. Colbert est évidemment l'auteur d'un crime contre l'humanité. Il ne peut pas être célébré comme cela dans un établissement. Donc on peut enseigner Colbert, mais on ne peut pas le célébrer. Et toutes ces statues à Reims ou ailleurs sont évidemment des insultes à la mémoire de nos ancêtres. D'accord, Louis-Georges, mais que faut-il faire, selon vous, de ces statues, de ces rues qui célèbrent les esclavagistes? Il est clair qu'il faut débaptiser ces rues. Et d'ailleurs, c'est des choses qui ont déjà été faites. Je rappelle qu'à Paris, à l'époque de M. Delanoë, la rue Richepense, donc le nom d'un négrier, est devenue la rue du Chevalier Saint-Georges. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait. On l'a fait bien sûr pour les personnalités liées à Vichy. Après la Seconde Guerre mondiale, on a débaptisé ces rues. À propos de ce crime contre l'humanité dont je parle, l'esclavage, on peut faire le même travail. Ça a déjà été fait et je ne vois pas pourquoi cela devrait poser un problème particulier. Pourquoi il s'est entêté, Colbert, à vouloir pratiquer de l'esclavage? Et puis, au final, que faisait-il des sommes qu'il engrangeait? Alors, entêté, c'est le bon mot, parce qu'il faut rappeler que Colbert, à l'époque, lorsqu'il a soumis le Code noir au Parlement de Paris, eh bien, celui-ci a dit que l'esclavage était contraire au droit français, au droit naturel et au droit divin. Mais comme on était dans une monarchie absolue, le roi est passé outre, mais en réalité, déjà à l'époque, les gens disaient « ce n'est pas normal ». Par conséquent, quand on dit oui, mais à l'époque tout le monde trouvait ça normal, c'est faux et c'est insultant pour les Français de l'époque. Je rappelle que pendant la Révolution française, le village de Champagné a plaidé pour l'abolition de l'esclavage. Donc non, déjà à l'époque, des paysans, des juristes ont dit cela ne peut pas se passer ainsi. Maintenant, Colbert est passé outre pour des raisons économiques, bien sûr. Il y avait beaucoup d'argent à faire. Pour des raisons économiques. Et cet argent a été engrangé par l'État, par de grandes familles, par des banques. Et c'est tout cela aussi aujourd'hui qui fait partie de la réparation. Quel est le rapport qu'avait Colbert, par exemple, à la fois avec la royauté ainsi qu'avec la bourgeoisie? Colbert était un des ministres de Louis XIV, le ministre de l'économie, on dirait aujourd'hui, et il a finalement lancé cette compagnie des Indes occidentales pour que, effectivement, toutes les personnes intéressées puissent faire du business, comme on dirait aujourd'hui, et cela, en effet, produit des richesses formidables. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, donc quelques décennies après, c'est la première ressource économique de la France, l'esclavage. Nous entendons ci et là un certain nombre de personnes qui disent que la question de l'esclavage, c'est du passé. Que répondez-vous alors à ceux qui disent qu'il vaut mieux se tourner vers l'avenir? Mais je suis tout à fait d'accord. La question, c'est quel est l'avenir pour des gens qui ont subi un crime contre l'humanité sans réparation? Aujourd'hui, les départements les plus pauvres de France, quels sont-ils? Les départements d'outre-mer, bien entendu. Quel est l'avenir de la Guyane, qui se rebellait à juste titre il y a quelques mois? Quel est l'avenir de la Guadeloupe ou de la Réunion qui se révoltait en 2009? Lorsque les réparations ont été versées pour les criminels, il faut savoir que les anciens propriétaires d'esclaves ont touché de l'argent après l'abolition. Et lorsque les victimes sont restées aussi pauvres qu'avant l'esclavage, quel est leur avenir? Justement, c'est ça la question. Donc il faut une réparation qui n'est pas seulement mémorielle, à dommage global, il faut une réparation globale, et c'est ainsi qu'on pourra envisager un avenir juste et apaisé dans ce pays. Vous savez ce qu'on dit, pas de paix sans justice et pas de justice sans réparation. D'accord. Une réparation globale. Je suppose que vous faites aussi également à la fois allusion à une réparation au niveau africain.
Exactement, la réparation est globale au sens mondial, parce que finalement, c'est les rapports nord-sud qui sont en cause. Et donc les premières victimes de l'esclavage, elles sont où? Elles sont en Afrique. Rappelons qu'on n'en parle pas. Il y a eu certes 13 ou 14 millions de personnes déportées, mais il y a eu 3 ou 4 fois plus de personnes mortes sur le sol africain qui sont les premières victimes. Les gens Et dans la mer. Et les gens ne se sont pas laissés attraper comme des moutons. Ils se sont battus, ils ont résisté. Les premiers nègres marrons sont en Afrique. Et donc, vous avez certes 13 à 14 millions de personnes déportées, mais 3-4 fois plus de personnes qui sont mortes sur le sol africain pour défendre leurs proches, et encore plus de personnes nées dans les fers en esclavage. Ce qui fait que quand on dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité, on a tort. L'esclavage, c'est 3 crimes contre l'humanité. Les victimes en Afrique, les victimes déportées, et les victimes nées dans les fers aux Amériques. Donc on est au-delà de 100 millions de victimes au total. Et finalement, l'esclavage, alors selon vous, qui prend fin à partir de quelle date? Alors, tout le monde croit que l'esclavage a été aboli en 1848. Rien de plus faux. L'esclavage a été aboli en 1946. D'accord. Je dis bien 1946. Pourquoi? Parce qu'après l'abolition de 1848, les colons se sont dit il faudra quand même bien des gens pour travailler dans les colonies, notamment les colonies nouvelles d'Afrique. 1830 l'Algérie, puis le Maroc, le Sénégal, le Congo et jusqu'à l'Indochine d'ailleurs. Eh bien, c'est pas avec leurs petits bras musclés que les colons allaient travailler ces plantations. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne peut plus faire d'esclavage parce que c'est interdit. On va faire quelque chose qu'on va appeler le travail forcé, qui va pouvoir nous permettre d'exploiter ces nouvelles colonies. Alors, quelle est la différence entre l'esclavage et le travail forcé? C'est la différence entre blanc-bonnet et bonnet-blanc. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune. De point de vue juridique, le statut est différent, mais dans la réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans l'esclavage forcé, ils ne percevaient pas non plus de rémunération. Pas de salaire, les gens étaient capturés, ils étaient déportés, parfois sur des milliers de kilomètres à pied, et ensuite, bien sûr, ils travaillaient sans argent. C'est le cas, par exemple, du chemin de fer du Congo-Océan, où il y a eu plus de 100 000 morts juste pour ce chantier. Et cela a duré jusqu'à la loi Houphouët-Boigny en 1946, le député futur président de la Côte d'Ivoire, et même dans certains lieux, ça a continué jusqu'en 1960, date des indépendances. Et donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même histoire. Quand on dit l'esclavage a été aboli non pas en 1848, mais en 1960, on n'est plus du tout dans le même schéma. Et donc, je pense que cette réparation s'impose d'autant plus quand on voit qu'il y a une première époque coloniale, une deuxième époque coloniale, et puis même, il faut le dire, une troisième époque coloniale dans laquelle nous sommes encore, puisqu'il y a ce que font les multinationales, le franc CFA, toutes ces pratiques d'aujourd'hui qui sont de l'ordre du néocolonialisme. Donc on n'en est pas sorti. D'accord. S'il y avait un dernier message à passer, Louis Georgetoin, que diriez-vous? Je dis que tout crime appelle réparation. Par conséquent, un crime contre l'humanité, a fortiori, appelle une réparation globale pour toutes les victimes, d'où qu'elles soient. Et c'est ainsi que nous allons avancer vers un monde plus juste. Je le dis effectivement, si vos héros sont nos bourreaux, je ne vois pas comment ils pourraient avoir dû vivre ensemble. Et si la France est le pays des droits de l'homme, elle ne peut pas être en même temps le pays des droits des esclavagistes. Je me dois le dire, je me dois le combat. Il faut qu'on vive, quel que soit le combat. Enfant d'Afrique sur la piste, voilà Singa. Même si c'est pas beaucoup de questions se posent à moi. Est-ce même une destinée commune ou quoi? Que tout un peuple frère ne se retrouve pas. Si le temps c'est du profit, je ne m'amuserai plus, non. Pour ceux qui rêvent et souvent se morfondent, la vie n'est pas un jeu, il faut que leur reste en crise. N'as-tu pas mal quand tu vois des gosses qui pleurent leur mère sous terre? S'il te plaît, écoute mes vers, que cela ne te dérange guère, car s'il y a mal donne, il faut changer la donne. Et chaque jour qui passe, je regarde le soleil, témoin d'une trace, d'une histoire sans pareil. Chaque jour qui passe, je regarde le soleil, témoin d'une